La première chose, c'est-à-dire que la pollution de l'air, elle est liée déjà à l'habitat lui-même, c'est-à-dire est-ce que cet habitat, ce logement, il est bien ventilé, bien aéré, est-ce qu'il est humide ou non, est-ce qu'il est bien ensoleillé? On verra que tous ces paramètres ont une incidence sur la qualité de l'air de votre logement. Les matériaux de construction aussi qui ont été utilisés ont une incidence importante sur la qualité de l'air intérieur. Ensuite, en termes de facteurs, il y a votre âge. Voilà, les enfants sont des personnes plus vulnérables, les personnes âgées. Lorsqu'on est une personne, il y a d'autres critères comme les pathologies chroniques, comme l'asthme, l'allergie. En effet, on va être plus vulnérable à cette pollution de l'air intérieur. Donc on voit vraiment, c'est un sujet important qui est de plus en plus pris en compte par les autorités sanitaires, et donc des programmes d'action, des surveillances aussi de qualité de l'air intérieur se mettent en place régulièrement. Par exemple, depuis quelques années, il y a une obligation de surveillance de la qualité de l'air dans tous les établissements qui reçoivent du public, notamment dans les écoles, les crèches, et depuis 2-3 ans aussi, collèges, lycées, et ça va s'étendre à tous les établissements qui reçoivent du public. Donc il est important justement de veiller à cette qualité de l'air intérieur, et au-delà des établissements qui reçoivent du public, de s'en soucier aussi dans son logement où on passe un certain temps. Alors, quand on parle de pollution de l'air intérieur, de quoi on parle? Il faut savoir que la pollution de l'air intérieur, déjà, une maison, elle n'est pas perméable. Il y a bien sûr la pollution qui vient de l'extérieur, qui va impacter votre environnement intérieur. Donc, si vous habitez près d'une route, si vous habitez, on parle ici par exemple, si vous habitez le littoral atlantique, près des Sargasses, tout ça va avoir une incidence sur la qualité de l'air intérieur. Et puis, vous avez des polluants chimiques et biologiques qui sont propres à la maison, qu'on va retrouver essentiellement dans la maison, et aussi de façon plus importante dans telle ou telle pièce. Donc si vous regardez la slide, vous verrez que par exemple dans la salle de bain, les problématiques importantes en termes de qualité de l'air, ça va être essentiellement les moisissures, parce qu'on est souvent dans une pièce qui est très humide, peu aérée, peu ventilée, donc les conditions sont favorables au développement des moisissures. Tous les produits d'entretien aussi cosmétiques que vous utilisez, notamment sous forme d'aérosols, génèrent de la pollution de l'air, et on va parler notamment d'une famille de polluants qui est importante, qui s'appelle les composés organiques volatiles. Donc c'est une grande famille de polluants chimiques, et parmi tous ces polluants, dans cette famille, il y a des polluants qui sont plus dangereux que d'autres, qui peuvent être cancérigènes. Si on change de pièce, si on va dans la chambre est aussi un endroit où on peut retrouver différents types de polluants. Bien sûr, et on en reparlera longuement, je pense, avec le docteur Florent, c'est déjà propice au développement des acariens. Les acariens, c'est un allergène très, très important, très présent dans nos environnements intérieurs, et qui ont en Martinique, notamment avec les conditions d'humidité, des conditions très favorables pour se développer. La chambre, en fonction de l'occupation, de l'occupant, on peut retrouver aussi malheureusement du tabac. Voilà, s'il y a des gens qui fument, alors pas forcément dans la chambre, mais à côté, il y a toujours un transfert de pollution. Les animaux de compagnie, souvent les animaux, les chats par exemple, vont rentrer dans les chambres, vont dormir avec nos enfants, etc. Et c'est considéré comme un polluant de l'air intérieur. Les composés organiques volatiles, si vous avez recours à des bougies, de l'encens, des bougies parfumées, etc., ce sont aussi des sources de pollution de l'air intérieur. Ensuite, lorsqu'on passe dans une autre pièce, par exemple la cuisine, là aussi on va retrouver d'autres types de polluants. Donc là aussi on peut retrouver des moisissures du fait de certaines pratiques de cuisine, de cuisson, etc. On va retrouver aussi des gaz comme le monoxyde de carbone du fait des gaz de combustion. Donc là aussi, par exemple, l'entretien de vos brûleurs sur votre cuisinière, c'est quelque chose sur laquelle il faut porter attention. Et puis, vous avez aussi l'utilisation des produits ménagers. On en reparlera. Donc, les produits ménagers que vous pouvez utiliser, qu'on retrouve dans les grandes surfaces, sont souvent très chimiques, très agressifs et sont une source, en effet, de pollution. On va retrouver aussi un autre allergène, ce sont les ravets. Qui prolifèrent un peu dans nos cuisines et qui peuvent aussi engendrer des problèmes de santé. Dans les salons, dans les pièces de vie, séjour, etc., là aussi on peut retrouver, s'il y a des fumeurs dans la maison, des problématiques de tabagisme, des animaux de compagnie. Là aussi on retrouve, si vous utilisez souvent des diffuseurs de parfums, des bougies, donc des composés organiques volatiles.
Les acariens, là aussi, on va les retrouver si vous avez par exemple des canapés en tissu ou des rideaux, des tapis. Voilà, ce sont des environnements qui sont propices à ces polluants. Et des plantes, les plantes vertes sont aussi une source de pollution de l'air intérieur. Elles peuvent générer des moisissures. On va pouvoir par exemple utiliser aussi des pesticides, de l'humidité aussi. Donc il faut être vigilant aux espaces dans lesquels on les met. Donc, comme vous le voyez, cette pollution de l'air dans l'intérieur, elle est multiple. Elle a vraiment des sources très diverses, avec des polluants très divers, à la fois propres à l'air intérieur, c'est la façon dont nous occupons ces espaces, la façon dont sont construits ces espaces. Voilà, si vous utilisez certains matériaux avec des fibres ou des faux plafonds, alors on retrouve ça surtout dans les bureaux, des faux plafonds poreux, tout ça peut être propice par exemple au développement de moisissures et donc dégrade la qualité de l'air. Et puis il y a bien sûr l'air extérieur qui passe, même si vous êtes fenêtre fermée, confinée, etc., ça passe à travers les murs, etc., les fissures. Donc vous pouvez avoir un lien entre l'air extérieur et l'air intérieur, notamment comme vous voyez sur le photo lorsqu'il y a des brumes de sable. Donc on va passer en revue les différents polluants, à la fois extérieurs, on va commencer par ça puisque c'est pas forcément le sujet, mais ceux qu'on retrouve aussi en air intérieur lorsqu'on peut faire des mesures par exemple. Et on essaiera de faire un lien avec justement l'impact sur la santé de ces différents polluants. Donc sur l'air extérieur, les principaux polluants qu'on va retrouver dans nos maisons et qui sont aussi présents et qui viennent de l'extérieur, ce sont donc le premier, c'est la famille des oxydes d'azote. Vous voyez le NOx, donc c'est l'appellation chimique. Donc ces polluants, les oxydes d'azote, viennent essentiellement du transport. Donc si vous vivez à côté d'un axe routier qui est fréquemment utilisé, vous allez retrouver ces polluants. Donc voitures, camions, etc. Ou lorsqu'il y a un feu, c'est lié à la combustion, les oxydes d'azote. Et ces polluants, qu'est-ce qu'ils provoquent ? Ils provoquent essentiellement des irritations de la muqueuse, des inflammations des bronches et peuvent déclencher des crises d'asthme. Un deuxième polluant qu'on peut retrouver dans nos logements et qui vient de l'air extérieur, c'est le dioxyde de soufre, SO2, donc c'est la deuxième colonne. Le SO2 est un polluant principalement industriel. En Martinique, ce n'est pas un polluant qu'on retrouve beaucoup, alors que les oxydes d'azote et les NOx, c'est un polluant qui est problématique, surtout dans certains endroits, comme le centre de la Martinique, et ici aussi du Causse, Rivière-Salée. Voilà, là vous êtes le long d'un axe routier assez dense, donc c'est des polluants qu'on peut retrouver. Donc le dioxyde de soufre, si je reviens à ce polluant, donc d'origine industrielle, qu'est-ce qu'il fait ? Il affecte donc les voies respiratoires, il provoque aussi des irritations des muqueuses, des inflammations des bronches et de l'asthme. Le troisième polluant, c'est un polluant qui est très connu en Martinique et qui est d'origine très diverse, ce sont les particules fines. Il faut savoir qu'en Martinique, on mesure deux types de polluants, deux types de particules fines. Et là, on commence un troisième type. Ce sont les particules fines inférieures à 10 micromètres, les particules fines inférieures à 2,5 micromètres, et on commence à mesurer les microparticules, donc inférieures à 1 micromètre. Déjà 10 micromètres, donc c'est 10 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Donc vous voyez, ce sont des particules déjà qui sont très fines et du coup qui rentrent profondément dans l'appareil respiratoire. Ces particules fines, elles sont d'origine très diverses. D'origine d'abord naturelle, des embruns marins. Par exemple, si vous habitez près de la mer, vous allez respirer des embruns marins. Les particules les plus fines sont considérées en termes comme des polluants, même si l'aspect chimique est beaucoup moins nocif. Les particules fines aussi, d'autres particules fines qui sont d'origine naturelle, ce sont les brumes de sable. Donc il y a des périodes plus propices à ces brumes de sable. Donc mai, juin sont des périodes souvent plus propices à ces épisodes brumeux. Donc je vous rappelle, les particules fines d'origine brume de sable, ce sont des particules fines qui viennent du désert du Sahara. Il y a des vents qui soulèvent ces poussières dans le Sahara. Les particules les plus fines vont monter très haut dans l'atmosphère et ensuite des alizés vont favoriser le transport des particules fines au-dessus de l'océan. Donc il faut vraiment des conditions favorables pour ce transport pour qu'il y ait des brumes de sable jusqu'en Martinique. Donc ces particules fines, même si elles sont d'origine naturelle, et les particules désertiques, donc c'est essentiellement des minéraux, elles sont aussi fines, donc elles rentrent profondément dans votre appareil respiratoire. Et surtout, la problématique, c'est qu'elles peuvent servir
de support à d'autres types de particules fines, et notamment des particules fines qui sont d'origine anthropique, c'est-à-dire liées à notre activité humaine, telles que les voitures. Vous savez, par exemple, les véhicules diesel émettent des particules fines qui sont très cancérigènes. Un frottement de pneus émet des particules fines. Lorsqu'on roule, la remise en suspension par rapport au revêtement du sol, là aussi il y a des particules fines. Donc tout ça, et des feux, de la combustion, émet des particules fines. Donc il y en a énormément. En Martinique, c'est une problématique importante sur notre territoire pour lesquelles on dépasse régulièrement les seuils sanitaires. Et ces particules fines, on va les retrouver aussi en air intérieur, et elles provoquent quoi? Des irritations aussi des muqueuses, des inflammations des bronches, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Un quatrième polluant sur lequel je voudrais porter votre attention et qu'on va retrouver dans l'environnement intérieur et qui est problématique depuis une dizaine d'années en Martinique, c'est l'hydrogène sulfuré, c'est la dernière colonne, H2S. Ce polluant, vous le connaissez, puisque l'Espace Sud travaille beaucoup sur cette problématique. Il est lié à la décomposition des algues sargasses. Et en effet, sur des communes littorales, on va le retrouver beaucoup en air extérieur, mais bien sûr en air intérieur. Donc ce polluant, il est très irritant, il provoque aussi des maux de tête. Il faut savoir qu'on va le détecter assez rapidement, mais que notre nez en fait va s'habituer lorsqu'il augmente en concentration. Donc voilà, des fois le nez peut être un mauvais indicateur. Donc il faut être vigilant sur ces concentrations, et ce gaz, à savoir qu'il est surveillé par Madiner de façon continue maintenant depuis quelques années. Et donc, voilà, c'est une problématique qui est vraiment prise en compte par les autorités, notamment par la collectivité de l'Espace Sud, par la communauté d'agglomération d'Espace Sud. Donc, à l'origine, l'H2S est à l'origine d'inflammation des bronches, d'asthme, et peut aussi provoquer des démangeaisons. Voilà pour les principaux polluants de l'air extérieur qu'on va retrouver dans nos maisons. Si on fait maintenant un petit zoom sur les polluants chimiques, alors je vais parler d'abord des polluants chimiques et après je laisserai le docteur Florent parler des polluants biologiques. Les polluants chimiques, c'est vraiment le cœur de métier de Madiner, c'est ce qu'on mesure. Les principaux polluants sont de 3 types. Le premier, c'est le formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un polluant donc, qui est vraiment majeur dans l'air intérieur. On va le retrouver donc, à la fois dans la fumée de tabac, mais aussi dans les cols, dans les vernis, dans les meubles en bois agglomérés que vous pouvez utiliser. Voilà, il est vraiment de partout, dans les produits d'entretien, etc. C'est un polluant qui peut être cancérigène et donc qui est omniprésent dans nos environnements intérieurs. Il fait partie des composés organiques volatiles de cette grande famille, mais dans ces composés organiques volatiles, il y a aussi un autre polluant, ce qui s'appelle le benzène, qu'on va retrouver aussi en air extérieur, mais qui est aussi produit lorsqu'il y a de la combustion. Donc on va le retrouver notamment lorsqu'on utilise des bougies, de l'encens, etc. Et d'autres types de composés organiques volatiles aussi vont être retrouvés dans les parfums d'intérieur, les désodorisants, les produits d'entretien, les cosmétiques, etc. Donc ces COV, comme on les appelle, sont omniprésents dans nos environnements, et on verra pourtant qu'il y a vraiment plusieurs solutions pour les limiter et pour réussir à les dissiper dans nos environnements. Dernier type de polluants chimiques qu'on peut retrouver, ce sont les pesticides qu'on retrouve notamment dans nos répulsifs anti-moustiques, anti-ravets, etc. Donc il faut être très vigilant aussi sur l'utilisation de ce type de produits. Donc ces COV, ils émettent ils ont différents impacts sur notre santé. Les impacts, bien sûr, vont varier en fonction du type de COV, de composés organiques volatiles, mais aussi en fonction de leur concentration. Le premier effet sur la santé, c'est bien sûr une irritation du nez, des yeux, etc. Mais ça peut provoquer aussi tous ces polluants chimiques, de la fatigue, de la céphalée, donc plutôt des gènes au niveau du confort, du bien-être. Des troubles, après, ça peut aussi générer des troubles respiratoires, des démangeaisons, des allergies et malheureusement aussi des maladies plus graves comme le cancer. Je vais laisser la parole au docteur Florent pour vous présenter les allergènes de l'air intérieur. Bien, donc vous avez vu un panorama de différents types de polluants chimiques. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans notre environnement, aussi bien au domicile qu'au travail. Et souvent, on a des témoignages de patients qui disent que quand ils reviennent du travail, ils ont un certain nombre de symptômes respiratoires, voire même cutanés.
Et la question qui se pose souvent, c'est quelle est la nature des produits qui ont été utilisés pour nettoyer les surfaces au niveau du travail, les bureaux, les surfaces de travail. Donc, pour les allergènes intérieurs, donc, on abordera les allergènes biologiques. Donc, les polluants biologiques sont de différents types. Donc, je parlerai essentiellement des polluants, en fait, des allergènes liés aux acariens. Alors, c'est quoi un allergène? Un allergène, c'est une substance qui est identifiée par l'organisme et particulièrement notre système immunitaire, qui va déclencher un ensemble de réactions. Et ces réactions vont aboutir à une réaction de défense de notre organisme vis-à-vis de cette substance qui est identifiée par notre organisme comme étant une substance étrangère. Donc, on peut catégoriser ces polluants biologiques de différents types. Donc, il y a les polluants qui sont liés principalement aux acariens. Il y a les polluants qui proviennent de l'émanation des animaux qui vivent avec nous à l'intérieur. Et puis, il y a aussi les moisissures. Donc, concernant les acariens. Donc, les acariens sont des petits êtres vivants ultramicroscopiques en dessous du micron qui sont invisibles. Ils sont même invisibles au microscope classique, donc qui peuvent être mis en évidence que par des microscopes électroniques de forte puissance. Et ils vivent dans notre environnement. Et ils adorent les matériaux en type textile ou des matériaux en fibre. Et ces allergènes-là, ces acariens, ils se multiplient très vite. Ils adorent la chaleur, l'humidité, mais on retrouve aussi des acariens en milieu tempéré. Donc, ces petits organites, ils sont invisibles et ils sont par centaines de millions, de milliards. Tout dépend du matériau que nous utilisons à l'intérieur. Donc, tout ce qui concerne les moquettes, les rideaux, les matériaux en laine, les éponges, tout ça, les sujets en fibre, en tissu, sont des sites privilégiés pour la prolifération des acariens. Alors, l'allergène d'acarien, c'est l'allergène le plus puissant sur le système immunitaire. Donc, on estime que quelqu'un qui est sensibilisé aux acariens, son système immunitaire va s'emballer et ça va être la porte ouverte pour développer une cascade d'allergies à d'autres types d'allergènes. Donc, au niveau intérieur, statistiquement, les acariens sont les premiers allergènes, les principaux allergènes de l'intérieur. Et en deuxième position, ce sont les allergènes de cafards. Alors souvent, les patients me disent que, bon, docteur, chez moi c'est propre, hein, j'ai pas de cafards. Mais quand on fait les tests immunologiques, on voit qu'ils sont fortement sensibilisés. Donc nous avons quand même les passages de cafards et des petits cafards dans les meubles de rangement, dans les cuisines notamment, et où nous rangeons tout ce qui concerne l'équipement et les aliments que nous conditionnons. Et vous avez ces petits cafards qui vivent dans les meubles qui sont bien cachés. Et donc, les allergènes de cafards sont ultra puissants. Donc, ils viennent en deuxième position après les acariens. Et dans notre environnement tropical et notamment sur une île, nous avons un niveau d'humidité qui est très élevé. Donc, nous avons en troisième position les moisissures. Donc, les moisissures sont la conséquence d'une humidité intérieure, mais cette humidité est étroitement liée aussi au type de construction. Donc, pour peu qu'on ait des habitats peu aérés, peu ventilés, vous avez un niveau d'humidité qui est très élevé, donc avec une production de moisissures de plus en plus importante. Donc, les moisissures ont un effet très délétère sur la santé respiratoire, mais aussi on a un impact aussi cutané avec des effets sur la peau, avec beaucoup de plaintes de démangeaisons, de réactions cutanées à type de boutons, de mycoses, surtout quand on transpire beaucoup. Donc, il y a des patients qui développent des mycoses cutanées et ces mycoses cutanées sont très invalidantes. Et puis, lié au type au mode d'habitat, mais aussi à un mode de vie qui, je dirais, où l'homme a une nostalgie de
vouloir ramener les animaux tout près de chez lui à l'intérieur de l'habitat. Donc on voit bien dans des comportements de plus en plus, dans des foyers, on a des animaux qui vivent à l'intérieur de la maison. Et notamment quand on vit en appartement. Donc l'adoption de nouveaux animaux de compagnie, les petits hamsters, des lapins qu'on retrouve à l'intérieur de la maison et pour faire plaisir aux enfants. Donc ces animaux produisent des protéines qui peuvent être très allergisantes, notamment la salive de l'animal et puis les urines. Donc j'ai déjà eu des patients dont une patiente qui rendait service à une copine qui partait en métropole, donc qui lui a gardé son lapin. Et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était asthmatique parce qu'elle n'avait jamais eu de problème respiratoire. Et après 10 jours, elle a gardé le lapin, elle a fait une crise d'asthme sévère qui l'a amenée aux urgences. Donc les protéines des animaux contiennent des allergènes qui peuvent être très puissants et stimuler notre système immunitaire. Donc chat, chien, hamster, lapin, donc qu'on garde à l'intérieur de la maison, on multiplie les protéines alimentaires à l'intérieur d'un habitat clos. Et pour peu que cet habitat ne soit pas bien ventilé, donc ça provoque une densité allergénique importante qui va stimuler fortement le système immunitaire. Donc, que ce soit des polluants chimiques ou des polluants biologiques, l'impact sur la santé commence principalement par les voies respiratoires, l'exposition au niveau des yeux, l'inhalation au niveau des fosses nasales et ensuite ça atterrit au niveau de nos poumons. Donc ces particules allergéniques ou ces polluants vont créer une inflammation des voies respiratoires, une inflammation des yeux, une inflammation des narines, une inflammation des bronches. Et c'est cette inflammation-là qui va être le socle ou la base même de la maladie. Donc les symptômes, c'est irritation des yeux, les yeux qui pleurent, les yeux qui sont gonflés, les paupières qui gonflent. Au niveau des fosses nasales, c'est le nez qui coule comme un robinet mal fermé, les éternuements, l'obstruction nasale, donc sensation de nez bouché tout le temps, picotement de l'arrière-gorge, le sensation de grattage permanent, les gens qui raclent tout le temps et qui ont tout le temps l'impression d'avoir une sécrétion qui reste collée au fond de la gorge et qui racle tout le temps. Et puis au niveau des bronches, donc c'est la toux qui est un peu le premier signe d'alerte quand on se met à tousser. Donc ça traduit une irritation des bronches et des voies respiratoires supérieures. Donc la toux peut être un signe d'alerte de pollution de l'environnement, un signe d'alerte d'allergie, un signe d'appel pour un asthme qui se développe. Donc il faut faire très attention quand on a une petite toux sèche qui devient de plus en plus fréquente et qui s'installe. Au niveau cardiovasculaire, donc, il est clairement établi que les particules fines maintenant ont un rôle important dans la survenue de maladies cardiovasculaires, les infarctus, des AVC, donc, notamment. Et puis, l'inhalation de ces particules fines et de ces polluants, que ce soit des polluants chimiques utilisés à l'intérieur ou des polluants de l'extérieur, donc ont un impact aussi sur le système neurologique, avec des questionnements de plus en plus sur la maladie de Parkinson, sur des troubles neurologiques, sensations de fourmillement, picotement, gêne au niveau des extrémités, et puis des relations qui sont en train d'être, des questionnements aussi sur la relation entre pollution et l'augmentation de la fréquence d'autisme observée chez les enfants, et puis pollution et malformation congénitale aussi, et impact aussi sur le bon développement d'une grossesse chez la femme. Avant de vous parler un peu des bons gestes, on voulait faire un petit focus sur la climatisation. Il faut savoir que
en Martinique, globalement, si on regarde notre habitat traditionnel, on était plutôt bien servi. Ce sont des logements qui sont ventilés, bien ventilés, aérés, etc. Mais notre façon de vivre, ces espaces a évolué. On a plus tendance à fermer, climatiser, etc. Et puis après, à l'intérieur, aussi, les produits que nous consommons ont évolué. Et du coup, la climatisation devient assez omniprésente, à la fois dans nos logements, mais aussi dans les bureaux. Il faut savoir que la climatisation, c'est vraiment quelque chose à double tranchant. Une climatisation qui est bien entretenue, qui a été bien installée, elle est plutôt bénéfique, puisqu'elle va assurer une stabilité thermique, elle va permettre de filtrer l'air, elle permet un certain équilibre en termes d'humidité. Mais malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus souvent. Et souvent, soit l'installation de climatisation a été mal conçue, et souvent, et bien souvent, c'est surtout un défaut d'entretien qui va poser problème, notamment dans les logements, puisqu'on installe une clim et on ne pense pas forcément à l'entretien qui suit. Et tout ça peut générer des problèmes de santé. Donc déjà, c'est une problématique avec cet air froid et sec. Tout de suite, on peut avoir un peu mal à la gorge, une toux, une rhinite, etc. Si la climatisation est mal entretenue aussi, elle peut être propice au développement de moisissures à l'intérieur du conduit. Et cette moisissure, elle va être projetée après dans vos bureaux, dans votre maison, dans vos pièces, etc. Et donc être à l'origine là aussi de d'autres maladies, rhinite, asthme, etc. Il peut y avoir aussi malheureusement des développements de bactéries, donc avec des maladies infectieuses qui en découlent. Et puis aussi simplement, si c'est bête, mais une climatisation qui est installée à côté de vous, derrière vous, etc. Si vous avez le flux d'air qui est continu sur vous, vous pouvez développer des problèmes au niveau des cervicales, etc. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que cette climatisation, il est nécessaire qu'elle soit bien installée, bien dimensionnée en termes dès le départ, et puis surtout derrière d'être bien entretenue. Donc maintenant, on va vous donner quelques bons gestes, quelques solutions pour justement limiter cette pollution de l'air intérieur. Donc c'est vraiment pour nous important de donner ces quelques gestes pour vraiment limiter cette pollution et préserver, comme vous avez pu voir, c'est souvent la pollution de l'air intérieur, elle est souvent l'origine de problèmes de santé, et donc préserver sa santé. Donc le docteur Florent va commencer avec comment réduire un peu les acariens. Alors je ne te l'ai pas dit, mais je tends la perche sur le poids dans un matelas, ce que représentent les acariens. J'aime bien cette comparaison. Les acariens, c'est le monde de l'invisible. Donc, c'est le monde de l'invisible il faut y croire, mais bon, on ne peut pas les voir. Donc, il y a des mesures indirectes qui peuvent vous donner une idée de leur présence en quantité importante. Je vous ai parlé de centaines de millions, mais voire même en milliards. Donc, pour donner une ordre d'idée, on estime que 20% du poids de matelas est constitué de ces petits organites qui sont invisibles. Donc, imaginez un organe qui est invisible. En fait, ce n'est pas des insectes. Donc, imaginez un petit être vivant invisible qu'on ne voit pas au microscope, à certains microscopes, mais qui représente 20% du poids du matelas. Donc, il faut qu'il soit par centaines de milliards dans le matelas. On les retrouve dans tous les matériaux type en tissu, en fibre. Donc, tous les matériaux type oreiller, matelas. Si vous avez des chaises en tissu, en éponge, ils sont remplis d'acariens. Et puis, un élément sur lequel j'insiste beaucoup pour nos enfants, c'est ces objets polluants que sont les peluches qu'on leur donne depuis la naissance. C'est une catastrophe. Quand un nouveau-né vient au monde et que l'entourage familial, le premier objet qu'on offre aux parents, c'est la peluche, qui sera dans la tête du berceau à côté du bébé, c'est une catastrophe. Parce que cette peluche contient déjà plus de 1 milliard d'acariens. D'ailleurs, pour les peluches, c'est près de la moitié du poids de la peluche est constitué d'acariens. Donc, on sensibilise nos enfants très tôt à la naissance. Donc, on leur fait rentrer dans une carrière allergique très tôt. Donc, de grâce, quand il y a une femme enceinte, quand il y a une maman qui va accoucher, donc dites à l'entourage, n'offrez pas. Je le dis aux magasins qui vendent les objets pour bébés. Bon, je ne citerai pas les noms des magasins, mais bon, quand
quand j'y vais, je leur dis, mais arrêtez de vendre cette bêtise. Mais bon, il est important que nous arrêtions cette pratique d'offrir des peluches aux enfants, des matériaux en tissu, qui vont être des sources de pollution et qui vont déterminer leur entrée dans une carrière allergique, asthmatique et à faire de l'eczéma, ce qu'on appelle la dermatite atopique chez l'enfant. Voilà, donc, et autant que possible, supprimer ces objets-là, mais aussi pour l'aménagement intérieur, si vous pouvez privilégier des matériaux en PVC, en sky ou simili pour les sièges, comme c'est très bien dans cette assemblée, je vois bien que bon, c'est des matériaux qui sont presque imperméables. On a un parquet ici, il n'y a pas de moquette. Donc, rappelez-vous, les administrations, il y a encore une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'était la moquette qui était le standard de l'équipement intérieur, de la décoration intérieure. Donc aujourd'hui, vous voyez, nous avons des surfaces imperméables qui sont à l'abri de ce type de prolifération d'acariens. Mais il n'y a pas que les acariens, il y a les moisissures aussi qui prolifèrent dans des matériaux en tissu et en fibre. Au niveau de la literie, des conseils, des pratiques? Alors, les bons gestes au niveau de la literie, donc la première chose, bien ventiler la chambre, bien ventiler la maison, mais au niveau de la literie, c'est pratiquer l'aspiration régulière. Donc, je préconise d'aspirer le matelas, les sommiers, les lattes une fois par semaine, donc tous les week-ends. Donc, et nos grands-parents avaient des pratiques pour la literie autrefois. Ils sortaient tout le samedi, ils mettaient tout sur la véranda et un bon bain de soleil. Ou pour les matelas prenaient un bain de soleil jusqu'à l'après-midi et voilà. Donc, l'impact des UV du soleil tuait les acariens, donc c'était des pratiques parce qu'ils avaient peut-être ressenti le besoin de passer les matelas, les oreillers au soleil. Donc là, aspirer les matelas, aspirer les oreillers une fois par semaine, aspirer les canapés en tissu pour ceux qui ont des canapés en tissu une fois par semaine, c'est important. Et pour les moisissures, des conseils? Pour les moisissures, donc l'aération de la maison est indispensable, donc bien ventilée. Donc on est dans l'espace on dira qu'il faudrait peut-être solliciter les services d'architecture pour les plans de construction de nouveaux logements. Donc de veiller à ce que ce soit des constructions avec un style architectural qui assure une bonne ventilation et une bonne luminosité aussi de l'habitat. Et donc ouvrir les fenêtres la journée, laisser bien ventiler la maison. Et ce que je préconise aussi, c'est dans les milieux très humides, c'est l'acquisition de déshumidificateurs électriques. Bon, ça a le désavantage d'augmenter la facture d'électricité, mais on gagne en qualité de l'air intérieur et ça améliore la qualité de l'air et de la santé respiratoire. Donc, si on a les moyens de s'équiper de déshumidificateurs électriques qui permettent de réduire le niveau d'humidité et de combattre les moisissures. Il faut savoir que certaines moisissures produisent des toxines et ces toxines peuvent générer des cancers pulmonaires. Il a été largement établi dans la littérature médicale que certaines toxines de moisissure peuvent provoquer des cancers pulmonaires. Donc, c'est pas si anodin que ça. Donc, il faut bien ventiler la maison et combattre les moisissures par tous les moyens possibles. On continue avec les polluants biologiques pour lutter contre les fameux ravets, cafards et contre les allergènes d'animaux. Alors, on m'a toujours fait le reproche de dire que je combats l'aspect émotionnel en disant de ne pas avoir d'animaux à l'intérieur d'un habitat fermé. Les animaux sont faits pour vivre à l'extérieur, pas pour vivre à l'intérieur, ni dans la chambre, ni dans le salon. Donc malheureusement, on voit des comportements de plus en plus où les enfants me décrivent que le chat dort dans leur lit, qu'ils ont leur petit chien, un petit caniche qui dort avec eux. Donc les protéines animales peuvent générer des allergies respiratoires sévères. Il a été démontré dans certaines études que la protéine de chat peut rester très longtemps à l'intérieur d'un habitat, même quand on a lavé plusieurs fois et nettoyé au Karcher, on fait des prélèvements après, on retrouve la salive de chat ou les traces d'urine de l'animal à l'intérieur de l'habitat. Donc, autant que possible, si on peut garder les animaux à l'extérieur de la maison, c'est la meilleure chose à faire. Puis bon, les petits animaux, là, les hamsters, cochons d'Inde et lapins, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ça à l'intérieur d'une maison. C'est tout simplement impensable. Mais bon, après, c'est des choix de vie, mais qui ont des conséquences aussi délétères sur la santé.
Donc pour les cafards, il faut s'équiper de pièges à cafards plutôt que d'acheter des sprays insecticides parce que bon, pour combattre un allergène, utiliser des insecticides à l'intérieur de la maison, c'est augmenter la pollution intérieure et c'est vraiment assurer l'irritation des voies aériennes supérieures. Donc, équipez-vous de pièges à cafards, conditionnez les aliments dans des box, des tupperwares où tout est fermé pour éviter les émanations d'odeurs d'aliments et qui vont attirer ces cafards. Donc, faites en sorte que tout soit bien conditionné, fermé dans des boîtes hermétiques pour éviter que les émanations d'aliments puissent attirer ces cafards. Je vais continuer avec les polluants chimiques. Donc pour lutter et pour limiter ces polluants chimiques, donc le premier, vous l'avez vu, la principale source de pollution à l'intérieur chimique, c'est vraiment le tabac. Dans la fumée d'une cigarette, il y a 4000 substances toxiques. Donc c'est énorme, et la fumée du tabac, en fait, elle va rester des mois en fait présente, même si, par exemple, vous êtes en location. Si le précédent locataire était fumeur, et ben vous allez être sous l'influence de cette fumée de tabac pendant encore des semaines et des mois, même si vous-même vous ne fumez pas. Ensuite, au niveau des produits de bricolage, on en a peu parlé, ou les produits de construction, ils émettent aussi des polluants, notamment des composés organiques volatiles. Et pour le bricolage, par exemple, si vous êtes amené à refaire une pièce ou utiliser des colles, des vernis, de la peinture, maintenant il y a une étiquette COV qui existe depuis quelques années. L'amalgame s'explique parce que l'étiquette COV est proche de l'étiquette énergie, vous voyez. Donc c'est une petite maison avec un nuage de pollution et avec plusieurs lettres. Donc un produit A+ ou A est bien sûr peu émissif en COV. Donc il est vraiment à privilégier, notamment pour les chambres. Donc ça, c'est des étiquettes qui sont obligatoires. Donc si vous allez dans vos magasins de bricolage, vous pouvez regarder ces étiquettes pour choisir vos produits. Donc si vous refaites une chambre d'enfant, votre chambre, etc., vraiment privilégier ce type de produit. Et bien sûr, respecter les consignes d'utilisation. Pour les pesticides, bien sûr, on l'a dit, il faut éviter l'usage des pesticides, notamment sous forme d'aérosols, mais il y a vraiment un pesticide à vraiment limiter, donc, parce qu'il y a des pesticides à l'intérieur, mais aussi lorsqu'on le brûle, il y a la combustion et donc d'autres polluants chimiques, ce sont les spirales. Les spirales anti-moustiques, c'est vraiment un anti-moustique qui n'est pas du tout fait pour l'air intérieur, éventuellement à l'extérieur, loin, mais c'est très agressif et très nocif pour la santé. Tout ce qui est bougies, encens, on en a parlé, si vous les utilisez, c'est vraiment avec modération. Donc on limite l'usage et bien sûr on aère après utilisation. Même les diffuseurs d'huile essentielle, de parfum, à l'intérieur il y a des composés organiques volatiles. Donc limitez leur usage, évitez les produits où on passe devant, à chaque fois il y a un pchit. Là vous contrôlez plus du tout les concentrations qui sont émises. Donc vraiment limiter ça aussi, tout ce qui est électrique branché, et bien sûr aérer, on en reparlera. Donc les produits ménagers, vous l'avez vu, on l'a dit, c'est une grosse source de pollution aussi de l'air intérieur, et pourtant il y a des pièges à éviter. Le premier piège, c'est la javel. Tu veux réagir ? C'est le produit le plus couramment utilisé pour désinfecter, et puis même au niveau culturel aussi, pour chasser les mauvais produits. Voilà. Donc, cette pratique-là, il faut la combattre. Donc, dans votre environnement, incitez les gens à bannir l'usage de javel dans l'entretien intérieur. Donc, la javel est hautement toxique, ça génère de l'asthme, mais ça provoque aussi des irritations des bronches de façon sévère qui peuvent créer des maladies pulmonaires qui vont altérer même la structure même des poumons. Donc, l'inhalation de particules de javel est potentiellement dangereuse pour les poumons, pour leur architecture, mais aussi pour le bon fonctionnement des poumons. Donc, il faut bannir ces produits-là. Donc, je crois que de moins en moins, on les retrouve de moins en moins sur les étalages. Malheureusement, on retrouve encore des produits à base de javel. Mais faites circuler l'information, sensibilisez votre entourage pour bannir définitivement l'usage de javel à l'intérieur du domicile.
Oui, la javel, c'est pas un nettoyant déjà, c'est un désinfectant. Donc, utiliser la javel pour nettoyer la maison, c'est un peu une aberration. En fait, pour que ce soit efficace, il faut que la surface soit propre. Donc, il faudrait d'abord nettoyer, après déjaveliser, etc. Il faut savoir que dans des pays, c'est complètement interdit, hein, la javel. Donc vraiment bannir, en effet, c'est la première chose, la javel. Aller sur des produits, donc éviter tous les produits chimiques surpuissants qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces et privilégier des produits avec des écolabels. Les écolabels européens, voilà, qui sont plus respectueux de l'environnement et donc pas de la santé. Et pour ceux qui ont eu la chance de découvrir nos ateliers ce matin, peut-être essayer des produits plus naturels, le vinaigre blanc, le savon noir, etc., pour l'entretien quotidien du logement. Autre pratique aussi à limiter, c'est le passage du balai à sec. En fait, quand vous balayez à sec, vous remettez en suspension toutes ces particules, tous ces acariens, etc. Voilà, c'est pas le plus agréable pour votre santé et pour l'air de la maison. Donc privilégiez plutôt un aspirateur avec si possible un filtre HEPA, donc qui est efficace sur les particules fines, ou simplement passer une serpillière humide qui capte ces poussières. Évitez bien sûr tous les mélanges de produits, ça sert à rien de mélanger plusieurs produits, c'est pas plus efficace. Au contraire, vous créez un petit cocktail agressif. Et évitez d'en avoir trop. Ça sert à rien d'avoir un produit pour la salle de bain, pour la cuisine, pour les meubles en bois, pour les meubles, je sais pas quoi. Voilà. Et limitez ce stockage et essayez de ranger vos produits dans des espaces qui sont aérés, ventilés. Donc voilà quelques bons gestes, mais il y en a vraiment un à retenir. C'est vraiment, si vous n'avez pas la chance d'être dans un logement qui est ventilé naturellement, c'est-à-dire où l'air circule, c'est penser à bien aérer votre logement. Aérer, c'est pas ouvrir une fenêtre ou une porte, c'est créer un courant d'air et c'est minimum 20 minutes par jour. Ça, c'est vraiment l'option et le geste le plus efficace pour limiter justement les concentrations dans l'air intérieur, les concentrations des polluants dans l'air intérieur et limiter les allergènes. Donc on vous a donné essentiellement des bons gestes pour votre logement, mais n'oubliez pas que les espaces clos, il y en a d'autres que vous occupez. Donc ces bons gestes peuvent se retrouver aussi à votre bureau. Le bureau aussi, pensez à bien l'aérer, essayez de limiter les plantes vertes, essayez de limiter les bougies ou les diffuseurs de parfums, d'ambiance, etc. Dans votre voiture aussi, limitez ces diffuseurs, limitez les coussins, les textiles, etc. Voilà, on est encore dans un habitacle qui est encore plus confiné, fermé. Donc voilà, tout ça, ces gestes peuvent être appliqués aussi dans d'autres types d'environnements intérieurs, bureaux, lieux de travail, voitures, etc. On va vous laisser la parole pour les questions. Donc, Dr Florent et moi-même sommes présents, mais peut-être que tu veux rajouter un petit mot avant de passer aux questions. Donc pour conclure, c'est dire que la qualité de l'air est indispensable pour la bonne santé respiratoire. Donc il faut vous engager résolument à promouvoir une bonne qualité de l'air chez vous et sensibiliser votre entourage, vos amis, la famille, les voisins, donc sur la grande importance de bannir certaines pratiques, notamment ne pas utiliser de javel, d'aspirer la literie régulièrement, d'assurer une bonne aération de la maison au moins 20 minutes par jour en ouvrant toutes les fenêtres, toutes les portes. Et ça, c'est très important. Et puis au travail, d'éviter l'usage de diffuseurs, d'huile essentielle. Un élément important, la pratique de mettre de l'huile essentielle sur les oreillers, parce que bon, l'huile essentielle, eucalyptus ou bien le titri, je mets un peu sur mon oreiller parce que ça sent bon et que ça dégage les voies respiratoires. Il faut éviter ça.
maisons qui sont dans des lieux humides et l'extérieur et la maison est toute verte. Donc les moisissures comme étant la solution contre les moisissures. Bon, effectivement, ça peut réduire la capacité d'adhésion des moisissures à la paroi. Donc, ils font des différents types de traitements qu'ils vous préconisent même en multicouches. Il y a une couche pour assécher, une couche d'enduit. Après l'enduit, il faut acheter aussi la peinture spéciale anti-moisissure. Mais quand la source d'humidité, quand il y a une infiltration, même quand vous utilisez toutes ces couches-là de produits anti-moisissure, vous arriverez quand même, au bout de 2-3 ans, à voir que l'humidité arrive à transpercer tout cela. Donc, dès lors qu'il y a une source d'humidité ou une source d'aspiration d'eau à l'intérieur d'un domicile, il faut faire les travaux, aller chercher la source, l'infiltration, et aller à la source pour tarir l'infiltration. Mais c'est sûr que ces produits réduisent ou limitent la capacité d'adhésion des moisissures sur la paroi. Oui, attention à ces peintures antifongiques, etc. Dedans, c'est des pesticides. Donc, en air intérieur, ça peut être très vite nocif. Donc, déjà, en effet, c'est se poser la question, comme le disait le docteur Florence, c'est pourquoi alors, si c'est en extérieur, c'est autre chose, parce que, en effet, il peut y avoir des environnements où les moisissures peuvent se développer. On habite près d'une rivière, voilà, il y a plein où l'habitat, où c'est mal conçu dès le départ, la maison, il y a une infiltration par le sol. Après, en air intérieur, dans les pièces, là, il faut être vigilant sur d'où ça vient. En effet, est-ce que des fois, c'est simplement une canalisation, une gouttière qui est fissurée à l'extérieur. Votre mur, du coup, il reçoit l'eau et ça, par porosité, en fait, vous allez être contaminé. Donc, ça vient de l'extérieur et pourtant, vous le voyez en intérieur. Donc, il faut être vigilant sur la source, l'origine de cette nouvelle humidité. Déjà, il y a des signes comme le salpêtre. Dès que vous voyez apparaître cette poudre blanche, voilà, c'est pas encore de la moisissure, mais c'est un signe d'humidité. Donc, ça peut déjà vous alerter et après être vigilant sur le développement des moisissures qui sont vraiment verts, noirs, etc. Et en tout cas, les peintures antifongiques, voilà, la problématique, ce sont des pesticides. Donc là, vous rajoutez une autre source de pollution qui est des chimiques. Et ça dépend de la pièce, mais il faut vraiment bien aérer, bien ventiler et ne pas lui occuper la pièce tout de suite, surtout si c'est une chambre. Juste une précision, déjà on voudrait présenter nos excuses aux personnes qui nous suivent en direct sur Facebook. On a une petite coupure de son et pour éviter toute frustration parce qu'ils sont très très intéressés, est-ce que ce serait possible de façon très concise de reprendre les réponses que vous avez apportées, notamment sur la combustion à l'intérieur et sur l'humidité? Comme ça ils auront toutes les réponses comme nous. Alors, sur la combustion, on disait que pour les brûleurs, donc on a parlé du tuyau de gaz et puis on disait que les plaques à induction, en effet, on a moins de gaz polluants comme le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, mais il faut être vigilant sur le fait de la cuisson génère quand même de l'humidité, donc bien aéré, bien ventilé. Sur l'humidité, on a dit qu'en Martinique, malheureusement, on est dans un environnement très humide et on parlait des peintures anti-moisissure, antifongiques. Moi, particulièrement, je mettais en vigilance sur l'impact de ces peintures en air intérieur qui sont donc constituées de pesticides, donc des polluants chimiques très agressifs. Donc, si c'est vraiment à utiliser vraiment avec précaution. Voilà, vraiment bien aéré, ventilé pendant des semaines avant de réoccuper l'espace et surtout être vigilant. J'attire surtout l'attention sur le fait que si on a des moisissures à l'intérieur du logement, il faut vraiment rechercher d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une canalisation qui est défaillante à l'intérieur du mur, de l'extérieur? Est-ce que ça vient d'un dégât des eaux, etc. Il faut vraiment traiter la source et non nettoyer. Alors là, souvent, on dit nettoyer les moisissures avec de l'eau de javel, bien rincer, etc. Mais nettoyer les moisissures ne sera pas suffisant. Il faut vraiment trouver la source à l'origine de ces moisissures. Qu'est-ce que tu disais en plus sur les moisissures ? Oui, s'il y a le moyen de s'équiper de déshumidificateurs électriques, je l'encourage vivement parce que ça change beaucoup de choses dans le style, dans le confort de vie. Nous avons souvent des patients qui se plaignent de problèmes cutanés, qui ont de l'eczéma, des démangeaisons,
des formes cutanées de mycoses qui pourrissent leur vie. Et tout ça peut être lié à un envahissement de la literie et des linges par des moisissures qui n'apparaissent pas. Hein. Donc, ce n'est pas la moisissure verte qu'on peut voir, le salpêtre sur les murs, mais c'est surtout, vous avez un dépôt de moisissure qui paraît invisible, mais qui existe. Et quand le patient, il vous dit que dès que je m'habille, je me mets à me gratter, mais bon, après, il faut faire l'interrogatoire pour pouvoir découvrir que les symptômes sont liés souvent après avoir pris un linge dans le placard, après s'être habillé pour sortir, où il développe des symptômes. Et de plus en plus, je suis sensible à ce type de symptômes-là et je remarque que c'est souvent lié au lieu de stockage de la literie des vêtements. Donc, s'équiper d'un déshumidificateur électrique, ça améliore le confort de vie et ça permet aussi de réduire l'humidité et de réduire la possibilité pour les moisissures de proliférer. Allez-y, madame. Vous avez parlé des cancers et des nodules, mais vous n'avez pas trop insisté sur ce sujet-là. Quels sont les polluants chimiques ou biologiques qui pourraient provoquer les cancers des poumons, des bronches ou de la gorge, en dehors de la cigarette? Parce que souvent, on demande aux gens, vous fumez, et les gens ont des cancers et ils ne fument pas. Alors, on va dire d'emblée que le tabagisme est la source de pollution la plus délétère, en fait, qui peut augmenter le risque de cancer des voies aériennes, hein, depuis le cancer des fosses nasales, le cancer de la gorge et le cancer des poumons. Et ce n'est pas que le tabagisme actif, malheureusement, c'est souvent le tabagisme passif, puisqu'il y a autant de personnes qui subissent la fumée des autres qui développent les complications dues au tabagisme. Donc déjà cela, il faut être très, très clair là-dessus. Le tabagisme passif, on paie un prix très fort en termes de complications respiratoires et notamment cancéreuses dues au tabagisme passif. Maintenant, mettons de côté le tabagisme, les autres sources de polluants qui peuvent générer des cancers pulmonaires. Donc, il y a les moisissures dont j'ai parlé, dont certaines émettent des toxines qui peuvent générer des cancers des voies respiratoires. Vous avez aussi la pollution extérieure avec des polluants industriels, les émanations diesel, et puis avec aujourd'hui, bon, il faut être très prudent là-dessus, il y a des études qui sont en cours, mais bon, l'inhalation de particules sulfurées, donc en forte concentration aussi, va contribuer à augmenter le risque de cancer pulmonaire. Mais bon, ça, c'est sous réserve que des études locales qui sont menées par les équipes au CHU et des études cliniques qui doivent corroborer tout ça. Mais bon, toute forme d'irritation des voies respiratoires supérieures, inhalation de forte concentration de javel par exemple, ou de produits volatiles très toxiques peuvent générer ou augmenter le risque de survenue de cancer pulmonaire. D'ailleurs, nos collègues actuellement au CHU, depuis ces 8 dernières années ou ces 10 dernières années, on enregistre une augmentation de fréquence de détection de cancer pulmonaire chez des personnes qui ne sont pas tabagiques, qui ne sont pas fumeurs. Donc, un peu partout sur la Martinique, on enregistre des cas de cancer pulmonaire chez des non-tabagiques. Donc, on n'a pas la possibilité d'affirmer que voilà, telle région de la Martinique est plus exposée que d'autres ou que tel facteur tel polluant de l'environnement en Martinique génère des cancers pulmonaires. Il faut attendre ces études cliniques parce que c'est les études cliniques qui permettront de mieux apprécier les facteurs de risque et de bien discriminer la nature des polluants qui peuvent être à l'origine de ces cancers. Enfin, j'avais plusieurs questions. Alors, est-ce qu'on connaît la durée de vie des acariens? Alors, les acariens sont un cycle de vie qui peuvent aller de mois à 3 mois. Ils se multiplient rapidement et ils adorent l'humidité et la chaleur. Donc, plus vous avez un environnement chaud et humide, plus ils se multiplient. Et la multiplication, elle est exponentielle. Donc, c'est pour ça que je parlais de centaines de milliards
pour qu'un matelas, 20% du poids de matelas provienne d'un élément invisible, vous imaginez le nombre de ces organites-là à l'intérieur du matelas. Donc, ils se multiplient très vite. Et je combats aussi une certaine idée qui tente à dire que bon, les peluches, par exemple, on les met au congélateur, ça les détruit, et puis bon, après on peut les réutiliser. Je suis franchement opposé à ces pratiques-là. Je privilégie plutôt l'adoption de matériaux imperméables, qui empêchent aux acariens de venir se nicher dedans et de se multiplier. Question sur les allergies aux acariens. Vous pouvez avoir été à un moment donné très allergique aux acariens et puis après ça passe sans que vous ayez rien fait en particulier, puis ne plus l'être. C'est variable dans le temps ou bien quand vous êtes allergique aux acariens, c'est définitif? Très bonne question avec une appréciation plutôt immunologique. On peut être sensibilisé à un allergène et pas développer de symptômes. On parle plutôt de sensibilisation. La sensibilisation, c'est le fait que l'organisme réagit à un allergène, mais on peut ne pas développer de symptômes. À l'inverse, on peut être faiblement sensibilisé et une faible sensibilisation s'associe à des symptômes très très bouillants, très très explosifs. Donc c'est une question d'adaptation de l'organisme à son environnement, de l'adaptation du système immunitaire à son environnement. Pour vous prendre un exemple pratique, on va prendre un chiffre. Je dis que telle personne est sensibilisée avec un taux à 50 sur 100. Et cette personne peut vous dire, j'ai très peu de symptômes, mais pourtant vous faites le prélèvement sanguin, il a 50 sur 100. Et à l'inverse, vous avez quelqu'un qui a 25 sur 100 et qui fait de l'asthme, qui fait de l'eczéma, qui est très gêné, qui a le nez bouché, tout ça. Donc, c'est une capacité de tolérance de chaque organisme par rapport à une sensibilisation vis-à-vis d'un allergène. C'est variable dans le temps, mais c'est surtout lié à la capacité d'adaptation de l'organisme à son environnement. Parce qu'on peut être sensibilisé à un moment donné pendant 5-10 ans, et puis c'est à la 15e année qu'on développe les symptômes. Vous voyez, donc, ou à l'inverse aussi, on peut avoir été sensibilisé avec des symptômes explosifs, et puis le fait que l'organisme s'adapte à l'allergène, c'est sur le même principe que la désensibilisation. Qu'est-ce que fait la désensibilisation? On apprend au système immunitaire à devenir tolérant. Donc on adapte, on expose l'organisme à l'allergène pour qu'il devienne tolérant. Donc dans le temps, il va tolérer une concentration de l'allergène où il va s'adapter et il y aura moins de symptômes. Donc encore, c'est la capacité d'adaptation du système immunitaire de chaque personne qui va faire la différence. Tout à l'heure, parmi les bons conseils, donc vous avez dit justement pour améliorer la qualité de l'air intérieur, il faudrait au moins aérer 20 minutes par jour. En cas d'épisode de brume de sable, est-ce que c'est vraiment un conseil à appliquer du coup? Oui, ça c'est une excellente question. Donc, les personnes souvent me disent, mais vous dites d'ouvrir, mais vous me dites que l'extérieur est pollué. Donc, sauf qu'un milieu fermé qui n'est pas ventilé, la concentration des polluants et des allergènes est 100 fois plus importante que si vous ouvrez la maison pour que l'air puisse circuler. Oui, il y a des polluants à l'extérieur, mais bon, ce n'est pas la même configuration qu'un espace qui est clos, fermé, qui subit la chaleur donc, pendant toute la journée dans un milieu humide avec des polluants qui s'entremêlent entre eux, qui s'accumulent et dont le gradient de concentration associé aux allergènes intérieurs vont augmenter la capacité et à la fois toxique et à la fois allergénique de cette pollution. Oui, c'est vraiment à retenir. Et je l'ai dit dès le départ, l'environnement intérieur est souvent beaucoup plus pollué, 6 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc même si lorsqu'il y a une brume de sable, en effet, c'est important de continuer. Il faut savoir que quand le confinement, vraiment stricto sensu, on se confine dans son logement, c'est que lorsqu'il y a des accidents Céveso très graves, etc., où en effet il faut se calfeutrer, etc. Sinon, c'est important d'aérer, vraiment ventiler son logement.
La question aussi peut être similaire, par exemple, lorsqu'on habite près d'un axe routier, on est vraiment devant l'autoroute, devant la nationale, etc. Là, c'est simplement, il faut aérer toujours, mais on va essayer d'aérer en fonction des heures de pointe. Voilà, on va peut-être très tôt le matin avant que tout le monde parte à l'école ou tard le soir, etc. Il faut être juste dans cette logique, mais c'est très important quand même d'aérer et pour justement que ces polluants qui sont très nombreux, vous l'avez vu dans votre environnement intérieur, c'est très nombreux, ça dépend de vous, de votre façon de vivre, etc. Mais aussi des matériaux qui vous entourent, des acariens, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est vraiment essentiel d'aérer minimum 20 minutes. Et puis pour aller dans le même sens, c'est que la voiture qui a un espace confiné, fermé, qui subit 35-38 degrés à l'extérieur fermé, quand vous montez dans votre véhicule, abaissez toutes les vitres pour pouvoir déjà assurer une bonne ventilation avant de mettre en route la clim, parce que ça permet aussi d'évacuer les particules qui ont subi une forte concentration de chaleur et qui ont augmenté aussi la capacité toxique et allergénique des matériaux qui sont à l'intérieur du véhicule. Donc, pensez à bien ventiler avant de mettre en route la clim. Je peux revenir sur la peluche. Est-ce que le fait d'exposer l'enfant depuis sa naissance à la peluche, c'est pas justement une façon de l'immuniser, puisqu'il est déjà en contact de tout petit? Je disais, le fait d'avoir un contact dès la naissance avec la peluche, est-ce que c'est pas un vecteur d'immunité pour l'enfant? Non, non, et non, et non, et non. Le fait d'envahir un nouveau-né avec un allergène qui est assez puissant sur le système immunitaire, c'est une catastrophe. Juste pour donner un exemple, j'essaierai de le faire de façon imagée. En électricité, on parle de polarité positive et négative. Donc, c'est le positif et le négatif qui permettent la circulation de l'électricité. Donc, quand vous avez une pile, vous avez la pointe qui est marquée plus et une autre pointe qui est marquée moins. Donc, il y a une polarité positive et négative. Mais le système immunitaire fonctionne sur ce modèle-là. Donc, une polarité positive et une polarité négative. Les personnes qui ne font pas d'allergie, on considère qu'ils sont dans la polarité négative en termes d'allergénicité. Donc, ils sont plutôt, on dit ils ont une polarité négative. Donc, leur système immunitaire, les lymphocytes, sont de ce côté-là. Ceux qui font des allergies, on va dire qu'ils sont dans la polarité positive. Donc, quand vous agressez un enfant avec une concentration d'allergènes très importante à la naissance, vous déviez sa polarité vers la polarité positive. Donc, vous emballez son système immunitaire et il rentre dans une polarité positive où les lymphocytes, qui sont les cellules qui vont participer dans l'immunité, vont être activés, vont être emballés dans un conflit très tôt dans la vie de l'enfant. Et cet organisme, ce petit organisme-là qui est en train de se développer, il va basculer dans la polarité positive. En d'autres termes, ces cellules vont entrer dans une culture de combat parce que l'organisme s'est senti agressé très tôt. Donc, les cellules immunitaires, que sont les lymphocytes, vont basculer dans une culture de combat très tôt dans sa vie. Donc, la culture de combat, c'est quoi? La traduction de ce combat, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est le nez bouché tout le temps, le nez qui suinte tout le temps, c'est l'asthme, c'est la dermatite atopique, en fait, la dermatite ou l'eczéma. Donc, un enfant qui va faire de l'eczéma, qui ne tolère plus les couches, qui va être irrité, la peau rouge, les fesses rouges, qui, quand il va baver avec la salive, il va faire de l'eczéma au cou. Donc, très tôt, cet enfant va développer un ensemble de symptômes qui sont la traduction de cette inflammation. Et cette inflammation est le reflet d'une culture de combat, d'une culture de défense. L'organisme qui se défend contre l'environnement extérieur. Je ne sais pas si j'ai pu vous montrer l'image. Donc, si on respecte si on lui offre un environnement qui ne l'agresse pas et qui permet à ses cellules immunitaires de se développer plutôt du côté d'une polarité négative des lymphocytes. Donc, quand je dis négatif, c'est une image. Donc, pour ne pas rentrer dans des termes immunologiques, donc cette polarité négative fera que les lymphocytes vont évoluer de façon neutre et non adopter une culture de combat très tôt dans la vie. Parce qu'une allergie, c'est un combat, c'est
c'est un conflit. Une allergie, c'est un conflit entre l'organisme et son environnement. Donc, si cette culture de conflit est adoptée très tôt dans la vie, dans les premières semaines de vie, vous voyez ce que ça fait. Donc, l'organisme se développe avec une culture de conflit et le résultat de ce conflit, c'est l'inflammation, c'est l'eczéma, c'est l'asthme, c'est la rhinite, ce sont les otites à répétition chez l'enfant, tout ça. Alors, je suis un peu choqué parce que j'apprends aujourd'hui que j'ai été, avec beaucoup de tristesse, hein, que j'ai été une mère avec tous les descriptifs que vous avez donnés, particulièrement concernant les peluches. Juste pour l'anecdote et pour illustrer un petit peu ce que vous avez dit, en fait, à la naissance de mon fils, maintenant qui a 20 ans, hein, il s'en est à peu près sorti, en tous les cas au niveau des allergies. À sa naissance, en fait, on va dire qu'il y avait l'enfant, le berceau et les peluches. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Et en fait, le médecin qui le suivait, donc la pédiatre qui le suivait, qui était le docteur Joubert, à la clinique Saint-Paul, a pris toutes les peluches et les a jetées par terre, en me gueulant dessus, en me disant que je suis complètement dingue et qu'il n'a rien demandé, qu'elle ne veut pas avoir de peluches, etc. dans le berceau. Donc moi, j'ai été extrêmement vexé. J'ai repris mes peluches que j'ai remis dans le berceau de mon fils. Bref, tout ça pour dire que derrière, effectivement, il a eu beaucoup d'allergies. Donc voilà, l'explication immunitaire en tous les cas que vous avez donnée a fait qu'il y a eu beaucoup d'allergies, d'eczéma, de darthrite, dermite atopique, enfin voilà, beaucoup de problèmes aux oreilles, enfin on voit des choses comme ça. Donc c'est vrai que du coup je comprends effectivement comment les choses se passent, mais du coup je me dis aujourd'hui clairement, au-delà du non-usage de la peluche, donc du tissu et de la problématique des acariens, etc., il y a un autre combat. Il y a le combat de ceux qui les vendent, le combat de la culture qu'on a aujourd'hui, culturellement, sociétalement, la peluche, c'est le cadeau par excellence à la naissance d'un bébé, alors des plus rigolos, etc. Donc il y a quand même quelque chose à faire à la source, pour moi. Parce que sinon on aura du mal à y arriver, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de peluches en bois, le plastique on évite parce que il faut plus utiliser le plastique, donc c'est vrai qu'on a un peu de difficulté à réfléchir à des matériaux qui soient, comme vous disiez, imperméables, qui soient lisses, donc qui puissent se nettoyer facilement et qui évitent effectivement la concentration d'acariens. Mais aujourd'hui on a quand même cette problématique d'usage voilà, dans nos sociétés. Je vous remercie pour ce beau témoignage qui illustre très bien le problème. Et ce témoignage aussi introduit un débat assez délicat, c'est un débat philosophique ou éthique sur la question de la prohibition. Donc au début du XXe siècle, on a traversé des périodes difficiles, par exemple la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, où on préconisait la prohibition. Donc c'est un débat assez profond, c'est de dire est-ce qu'on prend des mesures pour le bien-être de la collectivité en interdisant des choses. Vous voyez, si on interdisait la vente de cigarettes, il n'y aurait pas de problème de tabagisme, ni de pollution, ni de cancer de la gorge, de cancer des poumons, parce qu'on l'aurait carrément interdit. Mais bon, si on interdisait la vente d'alcool, le problème serait réglé du risque de cancer digestif, du risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, puisque l'alcool augmente le risque d'infarctus, le risque d'AVC, augmente le risque de cancer digestif. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de considérations d'ordre éthique ou philosophique dans nos sociétés modernes. Interdire des peluches, ce serait l'idéal pour les bébés. Hein. Moi, je suis persuadé de cela. Mais bon, on revient à l'idée de est-ce qu'on décide pour les autres, jusqu'où une société démocratique va prendre des mesures pour interdire certaines pratiques. Vous voyez ? Oui, de lobbying, mais bon, imaginez par exemple pour le bien-être, pour la santé cardiovasculaire, qu'on dise qu'on interdise l'alcool. Bon, rien que sur le plan purement en termes d'accidents de la route, où 40% des accidents de la route sont liés à la consommation d'alcool. 20% des accidents de travail sont associés à l'usage d'alcool.
10% de suicides sont associés à une consommation d'alcool. Si on interdisait l'alcool, on pourrait dire qu'on réduisait un certain nombre de problèmes de santé dans la société. Si on interdisait la production de cigarettes, ben le problème du risque de cancer des poumons, cancer de la gorge serait un peu réduit. C'est toujours le problème des mesures collectives, en fait des mesures d'interdiction ou de prohibition pour le bien-être collectif. C'est un vrai débat philosophique et éthique. Tout à fait. Et je le comprends. Après, sans peut-être partir sur l'interdiction, peut-être avoir des alternatives, en tout cas. Voilà, au départ, peut-être réfléchir effectivement, sans empêcher aux gens d'acheter des peluches, mais en tous les cas, transformer la peluche en étant quelque chose d'autre et qui soit de l'ordre de l'objet de l'attachement pour son enfant, mais qui est un truc dans l'esprit des parents, alors qu'il n'a rien demandé, en fait, l'enfant. On lui inculque ça, en fait. Hein. Ouais. Bien, c'est ça, enfin, je veux dire, mon combat, mon credo, c'est de dire, de faire circuler l'information, de diffuser l'information. C'est le but de ces échanges-là, c'est le but de ces rencontres, de transmettre l'information scientifique et de sensibiliser la population, de sensibiliser le public sur les bons gestes à adopter. Et c'est par l'éducation thérapeutique qu'on y arrivera. Donc, faire en sorte que tout le monde puisse avoir la bonne information sur des faits scientifiques et voilà, et privilégier et promouvoir les bons gestes à adopter pour la promotion de la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est à travers l'éducation thérapeutique et c'est le sens de cette rencontre-là aujourd'hui. Mais en effet, juste pour compléter, déjà sensibiliser ou éduquer les parents, je ne sais pas, par exemple, lorsqu'ils sont à la maternité, déjà les informer du risque que représentent ces peluches sur la santé des nourrissons, parce que peut-être pas tous les pédiatres réagissent comme Dr Joubert, mais voilà, être déjà sur ce modèle de prévention, parce qu'à ma connaissance, en tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir été sensibilisée sur l'impact de ces peluches, etc. Donc voilà, déjà en tant que parent, responsabiliser le parent et peut-être en effet éviter surtout l'accumulation de toutes ces peluches, parce que s'il y en avait qu'une qui était offerte, ce serait bien, mais c'est pas... Non, même une, c'est délétère. Et j'ai même des enfants qui ont intégré en réanimation avec juste une petite doudoune, là, le petit chiffon. Et j'ai eu 2 cas d'asthme aigu grave, avec intervention du SAMU, chez des gamins qui avaient entre 8 et 10 ans, qui avaient une petite doudoune depuis bébé, et qui, pour dormir jusqu'à 9-10 ans, ils avaient besoin de leur doudoune. Et rien que cela, et pourtant les arguments des parents, mais je le lave 2 fois par semaine, il en a 3, je lave régulièrement. Mais ces matériaux sont sources d'acariens, et les acariens, ils sont dans notre environnement. Donc, si on leur laisse la place, si on leur donne des niches pour qu'ils se développent, mais ils se multiplient. Il y en a dans cette salle, sauf que l'aménagement intérieur avec le type de matériaux va réduire énormément leur multiplication, donc ils ne pourront pas se développer. Alors j'avais une question sur la combustion. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la pollution intérieure, mais moi il y a quelque chose qui me gêne particulièrement, qui impacte ma santé, c'est le brûlage et les spirales. Alors là où j'habite, dans mon quartier, régulièrement, au moins 1 fois par semaine, quelqu'un brûle les déchets verts. Voilà. Et j'ai remarqué que ça me donne systématiquement mal à la tête, ça me pique les yeux, donc je tousse, et puis forcément, donc on a toute la fumée qui est dans la maison, donc moi, ma maison, je l'aère tout le temps. Mais du coup, les fumées rentrent chez moi, et puis dans mon entourage, même dans ma famille, il y a des personnes, quand il y a une période où il y a beaucoup de moustiques, ont tendance à mettre les spirales, et ça me fait le même effet. Donc est-ce qu'on pourrait faire un petit point là-dessus, parce que moi je trouve que c'est problématique, et je sais que dans notre culture, on aime bien faire des brûlages pour chasser les moustiques, on dit que ça permet d'assainir, alors que j'ai l'impression que c'est le contraire. Et ce matin et les autres jours, en fait, lors des ateliers, on a appris que utiliser des spirales, en fait, c'est comme si on mettait une spirale tout simplement pour respirer des pesticides. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ça ? Alors, sur les spirales, en effet, je l'ai dit, c'est vraiment les spirales anti-moustiques, c'est le répulsif le plus agressif de tous.
parce qu'en effet, il y a les pesticides dedans, mais en plus, vous rajoutez de la combustion, et c'est une combustion qui est souvent incomplète, donc avec du benzène, c'est un polluant qui est cancérigène, etc. Donc, c'est vraiment un produit très nocif, donc stop en air intérieur, et en effet, même si à l'extérieur, il y a toujours un transfert de pollution et qui peut générer, en effet, on a souvent une toux de défense, voilà, une toux. Donc voilà, c'est vraiment un produit à limiter, donc il y a des choses beaucoup plus naturelles pour lutter contre les moustiques. Sur les brûlages des déchets verts, c'est un sujet qui me parle puisque en 15 jours, personnellement, j'ai été victime, entre guillemets, de 2 boucans qui n'ont pas été contrôlés. Donc un feu qui a pris à côté de chez moi et un feu qui a pris à Saint-Pierre et qui a brûlé entièrement une station de Madilinaire d'ailleurs. Exactement, au CDST. Voilà. Donc un boucan, en effet, c'est un brûlage de déchets verts, c'est énormément de pollution. Déjà, premièrement, un impact sur la santé, des polluants très divers. Hein. On pense bien sûr aux particules fines. Donc en effet, qui sont générées. Il faut savoir que c'est les particules fines qui sont émises lors d'un brûlage de 50 kg de déchets verts. 50 kg, c'est pas grand-chose, hein, c'est 2 gros sacs. Et ben c'est la même pollution que 25 allers-retours à la déchetterie par les voitures. Donc, vous imaginez le nombre de kilomètres qu'il faut faire en voiture pour polluer autant que ce petit boucan. Donc, c'est énormément de polluants, aussi des polluants autres, hein, qui sont comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzène, etc. Aussi, on ne pense pas, mais ça libère aussi des dioxines dans le sol, et votre sol du coup devient contaminé. Donc même si vous si vous avez des poules par exemple chez vous et vous faites des feux et les poules, si elles picorent sur le sol, et elles vont se contaminer, et donc c'est toute la chaîne qui se contamine. Donc ces boucans, en effet, c'est important à retenir, c'est très nocif pour la santé, en plus des problématiques qu'il peut y avoir après d'incendie, etc. Mais ça génère une fumée, il suffit de mettre des capteurs. Il faut savoir, Madilinaire maintenant on prête des capteurs de particules fines, voilà. La concentration qui explose au niveau à côté, bien sûr, du feu, mais aussi à plusieurs mètres à côté, puisque les vents vont transporter cette fumée bien au-delà. Donc c'est un impact réel sur le voisinage. Il suffit que parmi vos voisins, vous ayez une personne asthmatique ou une personne âgée, etc., un enfant. Voilà, il peut finir aux urgences, finir hospitalisé à cause de ces boucans. Donc c'est vraiment une pratique, je rappelle, qui est interdite, qui est encore qui peut être je vais dire malheureusement, mais tolérée en Martinique, parce que culturellement c'est quelque chose d'important qui est très ancré, aussi parce qu'il y a des problématiques de déchets verts, hein, de collecte des déchets verts, mais c'est vraiment à limiter, à bannir, et il faut plutôt travailler sur ces solutions pour collecter les déchets verts plutôt que de brûler. Et je ne parle pas des gens qui, dans leur boucan, dans leur brûlage de déchets verts, rajoutent du plastique. Malheureusement, c'est aussi très courant, et là, je ne vous parle pas des impacts délétères sur la santé. Réel problème, hein, parce que c'est à chaque fois qu'on fait une intervention, un débat public, ce problème revient souvent, et dans certaines émissions à la radio, c'est la question qui revient en premier. C'est mon voisin qui brûle ses déchets et en pleine ville, et qui le fait de façon systématique chaque semaine. Et où l'usager se retrouve complètement démuni. Ils me disent, bon, j'ai appelé la police, j'ai écrit au maire, j'ai écrit à la collectivité, j'ai écrit au préfet, mais on ne sait plus quoi faire. Donc je pense que c'est un réel problème sur lequel il faudrait qu'on puisse s'attarder pour trouver les solutions, mais peut-être la prohibition et les mesures de sanctions pénales pourraient peut-être aider à changer le comportement, mais c'est un réel problème, c'est une vraie préoccupation. Et parallèlement, puisque on parlait de voisinage donc par rapport à l'air intérieur, mais bon, on a une préoccupation, moi, qui m'interpelle, c'est ces boucans au bord de la route pour faire du poulet boucané. Un véritable problème de biomasse, avec 8, 10, 15 personnes qui font la queue, qui attendent leur poulet, et puis vous passez en voiture, vous recevez une belle couche de polluants, de fumée, mais ceux qui restent là dans l'environnement de ces grillades-là qui se font au bord des routes, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour la santé.
Donc là aussi, il y a une réflexion à mener pour savoir comment préconiser, bon, s'il faut faire des poulets boucanés, est-ce qu'on ne peut pas le faire dans d'autres circonstances plutôt que de façon empirique comme ça, avec une pollution de l'environnement et un impact sur toutes les personnes qui sont dans cet environnement-là. Voilà. Oui. Alors, j'ai deux questions. La première concerne, tout à l'heure, vous avez parlé très rapidement des plantes vertes. Et donc, j'aimerais que vous parliez un peu des plantes dépolluantes, parce que si j'ai bien compris, vous disiez pas de plantes vertes à l'intérieur. Première question. Et la deuxième question concerne les huiles essentielles. Donc, vous avez parlé des dangers de l'huile pure, mais qu'en est-il des huiles essentielles utilisées dans des brumisateurs? Donc, avec de l'eau, on met 2 gouttes et puis ça brumise, ça assainit l'air. Est-ce que c'est bon ou pas? Merci pour les questions. Alors, en effet, c'est souvent posé comme question les plantes dépolluantes. Alors, une plante ne peut pas dépolluer l'air dans son intégralité, ça ne va agir éventuellement que sur certains types de polluants. Donc après, il y a la balance sur, par exemple, en effet, il y a des plantes qui ont des propriétés contre certains composés organiques volatiles. Mais vous avez vu, dans votre environnement intérieur, il y a plein d'autres sources de pollution de l'air. Donc c'est un abus de langage de dire que ça va dépolluer l'air. Après, la problématique, c'est que la plante verte, souvent, génère d'autres sources de contamination, de pollution. Voilà, si vous l'arrosez, ça va générer de l'humidité. Si vous la traitez, ça va générer de l'humidité, des pesticides, etc. Et certaines plantes, je pense aux ficus, sont aussi source d'allergies. C'est pour ça que les plantes, voilà, dans des environnements fermés, c'est vraiment déconseillé. Même si voilà, elle peut être dépolluante, il faut vraiment les mettre plutôt sur votre véranda que dans des environnements fermés. Mais si elle est à l'intérieur et qu'on aère... Oui, si votre logement... Alors, le risque d'avoir une plante à l'intérieur, c'est pour certaines plantes qui pollinisent, c'est une source d'allergénicité énorme. Le Ficus benjamina, par exemple, c'est une plante qui pollinise. Donc, si vous l'avez à l'intérieur, vous inhalez des concentrations de pollen qui vont vous donner une allergie respiratoire au pollen de Ficus. Donc, c'est pas le fait d'avoir une plante à l'intérieur qui conditionne le côté naturel des choses. Au contraire, c'est déconseillé d'avoir des plantes à l'intérieur. Puis même par rapport à la photosynthèse de la plante, elle rejette le monoxyde de carbone. Il faut éviter d'avoir des plantes à l'intérieur de la maison. Il faut les mettre à l'extérieur, sur la véranda et autour de la maison, mais pas à l'intérieur, surtout que si vous fermez, après, vous augmentez la concentration de pollen. Donc, sachant que toutes les plantes ne pollinisent pas, mais celles qui pollinisent vont vous augmenter le risque d'allergénicité respiratoire. Mais surtout, voilà, ce qu'il faut faire attention, il y a donc dans la maison le type de plante, mais surtout dans les bureaux. Souvent, on retrouve des plantes dans les bureaux. Et là, souvent les bureaux, malheureusement, sont très peu aérés, ventilés. Et donc, voilà, on veut apporter un petit côté de nature, un petit côté naturel. Et voilà, ça devient assez problématique. Et voilà, il peut y avoir on est intervenu déjà par rapport à des problématiques liées aux plantes vertes, certaines plantes. Et sur je vais te laisser répondre, sur les brumisateurs avec les huiles essentielles. Ah, les huiles essentielles, c'est le côté aromatique que l'homme recherche, hein, l'odeur, l'ambiance. Puis bon. Ah non, moi je mets parce qu'on m'a dit que ça purifie aussi l'air. Hein. Oui, c'est pareil pour les plantes. Hein. C'est la plante qui dépollue, le brumisateur qui assainit l'air. Donc c'est dans la même logique. Sauf que vous diffusez quand même des particules dans l'atmosphère. Et ces particules, vous risquez de les inhaler. C'est surtout les particules huileuses qui peuvent être délétères pour les poumons. Donc, l'inhalation de gouttelettes d'huile peut générer un problème. Donc, il y a des nébulisateurs de type sonique qui vont peut-être fragmenter pour créer la nébulisation, mais peut-être qu'il faut créer l'ambiance avant d'être dans la pièce. Mais l'ambiance où on est en même temps dans la pièce et la nébulisation qui se fait en même temps peut poser un certain problème d'inhalation de particules huileuses.
Vous avez évoqué les NOx, les COX, les SOX. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, dès que ça sent, ou pas, par exemple le monoxyde de carbone, ça sent pas, mais dès que ça sent bon ou que ça pue, c'est que c'est pas bon? C'est un très beau raccourci, en effet. Les odeurs, dès qu'il y a odeur, dit qu'il y a pollution. Donc souvent, en effet, une odeur, un sent bon, et ben derrière, c'est des composés organiques volatiles, c'est des alcools, etc. C'est une pollution. Après, en effet, par contre, il y a des polluants qui n'ont pas d'odeur. Mais en effet, certains produits qu'on dit assainissants, qu'on peut même voir en pharmacie, mais qui sont en effet pas du tout assainissants et qui peuvent poser vraiment des problèmes de santé. Donc en effet, une odeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, souvent il y a un polluant, un gaz polluant. Y compris les eaux de toilette. Oui. Alors, c'est bon. Alors, vous avez également parlé de... Enfin, moi, je vois, nous sommes une société où on n'est pas de gros fumeurs quand même en Martinique. Mais malgré tout, vous remarquez qu'il y a beaucoup de cancers liés aux poumons, etc. Cependant, en revanche, nous avons cette culture de nettoyer effectivement avec des produits en javel, ça c'est vraiment ancré chez nous. Mais il y a encore d'autres produits, ce qu'on appelle Grésil, Alcali, etc. Est-ce que ça, justement, c'est pas encore, ça vient pas aussi, c'est pas encore les problèmes qui expliquent tous ces cancers liés aux poumons, qui touchent les poumons? Alors, le constat en pratique courante, c'est ce que vous dites, c'est qu'on utilise beaucoup de produits très forts, avec des caractères volatiles très puissants, et javel, grésil, et puis les herbicides aussi qu'on utilise qui rajoutent à cette pollution extérieure. On n'a pas assez d'études cliniques ici, enfin on n'en a pas. On en a très peu, et je crois que l'ARS et le CHU mettent en œuvre maintenant la possibilité de faire des études cliniques pour mieux apprécier l'impact scientifique, en fait pour faire une appréciation scientifique de ces impacts de pollution sur la santé respiratoire. Mais encore une fois, c'est la sensibilisation et l'éducation thérapeutique qui contribuera à améliorer, à faire changer les comportements et à bannir ce type de pratique-là. Alors, j'ai des patients cardiaques, asthmatiques, qui ont été en réanimation parce que le voisin, il utilise tous ces produits pour nettoyer, blanchir son sol, nettoyer, enlever les taches de graisse, de mécanique, tout ça, d'huile autour de la maison. Donc, et ça va créer des impacts pour les personnes qui sont dans le voisinage, pour l'environnement proche, et c'est des personnes qui développent des symptômes respiratoires, et pour certains qui ont atterri en réanimation. Donc, c'est pas anodin. Et plus on multiplie ces échanges et pour vulgariser, sensibiliser et faire passer l'information, mieux on pourra se dire qu'on peut espérer un changement de comportement. Alors, juste pour votre question pour les plantes, j'ai parlé des plantes qui rejettent le gaz carbonique. Non, c'est plutôt qui rejettent de l'oxygène, mais c'est sous l'action du soleil. Donc, avoir une plante enfermée dans votre chambre le soir, c'est une catastrophe pour votre santé. Donc, les plantes participent au bien-être à la bonne qualité de l'air extérieur, mais sous l'action du soleil, par rapport à la photosynthèse. Mais c'est comme pour les animaux de compagnie. Donc, avoir une plante d'intérieur comme objet de compagnie, c'est pas une bonne chose pour la santé respiratoire, de la même façon que ces petits animaux de compagnie sont délétères pour la santé respiratoire. Voilà. Du coup, dans les bureaux, c'est pareil. Mais un bureau, c'est fermé, c'est pas la lumière du soleil. C'est bon. Je félicite la collectivité pour la luminosité blanche, lumière de jour, ce qui est très bien, c'est ce qui est recommandé de nos jours. Mais ça ne peut pas être. Je déconseille vivement d'avoir des plantes à l'intérieur d'un bureau. Ça, c'est juste pas possible. Même une toute petite. Non. Mettez des plantes artificielles avec. Elle ne voulait pas le dire, mais en fait, on nous a offert à tous une plante lorsqu'on a aménagé ici. Alors, donc, dans tous nos bureaux, il y a une plante dépolluante. Je peux faire une suggestion? Oui.
On ramène chez nous. Il y a du terrain encore à côté. Faites un espace, comme on dit, c'est un jardin thérapeutique de bien-être où le personnel pourra contribuer à faire vivre ce jardin. Chacun apporte sa contribution, à aller arroser, faire cultiver et passer des moments de détente ou à la pause. Vous pouvez avoir un espace extérieur pour faire une pause dans un milieu de bien-être, mais pas à l'intérieur du bureau. Mais chaque bureau est bien éclairé par la lumière du jour. Hein. Chaque bureau a quand même... Oui. Mais ce n'est pas la même chose. La photosynthèse, c'est sous les UV du soleil. Je ne suis pas sûr que ces lampes La petite lampe là comme ça. même quand elles ont combien de luxe qui se rapproche de la lumière du jour, mais bon, ça ne contribue pas à la... Nous avons vraiment la lumière du jour qui entre dans le bureau. On a une très grande fenêtre, chaque personne dispose d'au moins une grande fenêtre. Vous me donnez un projet de recherche là pour qu'on puisse réfléchir là-dessus, parce que bon, la photosynthèse d'une plante, c'est sous l'action du soleil, la lumière du jour, où la plante produit de l'oxygène qui est importante pour notre bonne qualité de l'air extérieur et absorbe le gaz carbonique. À l'intérieur, je ne suis pas sûr que ce soit le même processus. Tu peux, tu vois ? Alors, je peux ? D'accord. Une question très bête. Hein. Vu tout ce que vous nous dites, pourquoi il n'y a pas de grande campagne de communication sur le fait qu'il faille arrêter de donner des peluches, qu'il faille ne plus utiliser, comme on le fait ici, l'eau de Javel, etc. C'est aussi simple que ça. Alors, je peux dire que je lance la perche à la collectivité pour lancer les grandes campagnes. Sauf que la collectivité, elle est sur le territoire sud. Moi, je parle que tout le monde... La Martinique, pourquoi la Martinique, c'est déjà la collectivité ici. Si vous, oui, mais c'est ça, madame. Vous faites déjà de belles choses. Vous avez Il y a combien de chaises vides ? Le livre de dessin animé qui est très bien et qui fournit des informations mais importantes. C'est très, très bien fait. Quand vous produisez des outils de ce genre, c'est magnifique. Je suis un consommateur de ce livret-là, mais je suis pourtant à Fort-de-France, donc je pioche sur les produits de l'espace sud parce que mes patients, les parents, ils sont contents de ce livret qui apporte beaucoup d'informations. C'est ludique et ça permet un support de discussion et d'échange dans la famille. Donc, si vous lancez une de grandes campagnes dans l'espace sud, c'est formidable. Il y a juste, en termes de prévention, quand on regarde les dépenses de santé, près de 90% des dépenses de santé vont dans les soins. Et il y a à peine 10% qui vont être consacrés pour la prévention. Et encore, je pense même un peu large en disant ça. Il y a très peu de fonds qui sont dédiés à la prévention. Or, les communications coûtent cher. Faire des flyers, faire comment on appelle ça, les caquets, voilà. Donc, ça coûte cher. Donc, il faut investir dans la prévention. Mais malheureusement, le budget de prévention en France dédié à la santé, il est très faible. Oui, donc, on peut avoir de la bonne volonté, on peut faire de beaux outils, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens pour cela. Donc, il faut dégager les budgets conséquents pour ce type d'activité et d'action. Et je me compléterai juste, peut-être, mais est-ce que souvent en France, il y a quelques paradoxes, hein, on ne va pas jamais jusqu'à l'interdiction ou des choses comme ça. Si on parle en effet des peluches, on parle d'autres choses, mais je pense aussi aux véhicules diesel. Vous savez, la France, c'est un peu un paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'on a fait la promotion des véhicules diesel alors que d'autres pays les interdisaient complètement parce qu'il y avait déjà la connaissance de ce problème de santé sanitaire. Là, on fait une marche arrière, mais c'est déjà trop tard. Donc voilà, en termes de... Voilà, peut-être la France est un peu timide sur certaines actions de prévention ou pas, mais voilà, ces actions, elles sont importantes et en effet, il faut travailler peut-être plus à une démarche de proximité localement pour donner, diffuser des conseils, etc. On parlait, voilà, pour les parents, voilà, aller sensibiliser les parents dès les plus jeunes âges et développer tout ça pour améliorer cette prévention. Donc, et vous, vous devenez chacun, vous derrière l'ordinateur sur les réseaux, aussi un relais. Donc c'est important de cultiver ça et de renouveler le message et de renouveler ce type d'action. Donc on va passer à une dernière question et ensuite il va falloir malheureusement conclure. C'est vrai que le débat est riche et très intéressant, mais il faudra à un moment donné conclure. Alors, je ne sais pas si vous aurez des éléments de réponse parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de recul. Vous avez parlé du tabac et la cigarette électronique alors.
Une catastrophe. C'est mon point de vue, mais c'est... Je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, mais je n'avais pas osé. La cigarette électronique augmente le risque d'addiction. Je suis addictologue, donc je me permets d'insister sur l'aspect addictogène. On a remarqué qu'avec l'apparition de la cigarette électronique, ça a augmenté le tabagisme chez les jeunes. Parce que c'est attrayant, le dispositif, et puis bon, je ne sais pas si vous avez vu les boutiques qui vendent ces appareils, c'est bien achalandé, c'est bien décoré, et puis le petit objet, il est attractif, il est femme. Voilà. Donc, ça a augmenté le risque d'addictogène, mais ça augmente aussi l'attractivité vers le tabagisme. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un problème dans la combustion, donc avec la décomposition de certains métaux, la bobine qui chauffe, qui produit des émanations parfois toxiques. On a eu ce problème-là aux États-Unis où il a fallu interdire rapidement parce que certaines bobines ont chauffé et ont créé des réactions toxiques et qui ont été voire même mortelles. Donc, la cigarette électronique, 1, risque addictogène élevé, 2, c'est délétère pour la santé parce que des fois, les gens utilisent des composants, des solutions qui ne sont pas adaptées pour l'usage de la cigarette électronique et qui s'exposent à des intoxications, malheureusement, qui peuvent être fatales dans certains cas. Donc, pour l'addictologue que je suis, je ne préconise pas parce que, bon, dans un premier temps, on était fasciné par le fait que c'est moins polluant que le papier qui brûle, puisque vous savez, le papier qui brûle, le papier de cigarette ou du joint, produit beaucoup de produits, comme Gaël vous l'a dit dans l'exposé. Mais c'est pas tant la réduction de la pollution par rapport à l'incandescence du papier, c'est surtout, ça favorise l'entrée dans une carrière addictogène avec l'attractivité de ces dispositifs qui sont colorés de toutes sortes, avec différents designs qui attirent les jeunes, quoi. Merci beaucoup. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'ai trouvé super riche. Comme disait Gaël et comme disait le docteur Florent tout à l'heure, le meilleur moyen de transmettre l'information, ça passe déjà par nous. Il faut qu'on soit convaincus et ça, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent en direct sur le Facebook. Encore désolé pour la petite coupure tout à l'heure, mais on a essayé de se rattraper. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre, en tout cas, ou bien pour ceux qui ont déjà suivi, je vous invite à regarder à nouveau le live Facebook en replay. Et voilà, donc je vais vous laisser simplement en quelques phrases un mot de la fin, justement, pour qu'on puisse rester sur une bonne note, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Et même si on a fait des erreurs, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Oui, merci déjà, un grand merci à l'Espace Sud, à Sabine et à son équipe pour l'organisation de cette conférence. Oui, il y a de l'espoir, hein, tout n'est pas noir. On a vu, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier ces sources de pollution. Et vous avez vu qu'avec des gestes assez simples, en limitant déjà, en chassant certaines sources, vous allez vraiment grandement améliorer l'air de votre maison. Mais prenez en considération cela, parce que souvent, en fait, on se retrouve chez soi, on se dit « Ah, je suis protégé, c'est notre cocon », et on n'identifie pas du tout ces sources de pollution. Donc déjà, en prendre conscience, déjà, c'est un grand pas justement pour limiter. Et après, voilà, en partageant, en essayant d'identifier et de limiter toutes ces pollutions, vous allez voir, vous allez pouvoir agir sur l'air et bien sûr sur votre santé. Soyons tous des militants engagés pour la promotion de la qualité de l'air. Soyons-en convaincus et engageons-nous à sensibiliser notre entourage, la famille, nos amis, les voisins et à notre travail aussi, puisque c'est important de faire partager l'information. Et félicitations à l'Espace Sud. Je pense que, comme vous l'avez dit, pour la prévention, si chaque collectivité s'engage à promouvoir ce type de débat et à mettre en œuvre aussi des outils de sensibilisation tels que l'ouvrage de la bande dessinée que vous avez fait, qui est très bien. Donc, si vous développez d'autres outils pour sensibiliser sur la qualité de l'air, vous contribuez au moins avec tout ce que vous faites et votre dynamisme à lancer le courant et que le reste de la Martinique suivra.
en espérant que les différentes collectivités pourront aussi dégager des fonds nécessaires pour faire de la prévention, parce qu'on a besoin de sensibiliser le public. Merci. Merci beaucoup, Dr Florent. Donc, comme il l'a dit, nous avons créé des supports, on accompagne au quotidien la population, on organise des ateliers dans les écoles. La bande dessinée, vous pourrez la trouver en fait sur la page Facebook de l'Espace Sud. On a créé une bande dessinée qui retrace un peu ce qu'on a dit, les bons comportements à adopter de façon très ludique. Pour les enfants aussi, parce que l'éducation commence déjà dès leur jeune âge, on l'a dit, c'est important que les enfants puissent s'imprégner de tout cela. Donc, on a créé aussi un cahier d'activités qui permet d'aller plus loin et de s'amuser autour de ces thématiques qui peuvent être parfois complexes, mais qui peuvent être abordables quand c'est vraiment présenté de façon très ludique. Merci à tous et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt. Excusez-moi, c'est terminé. Dites-moi une petite question. La voiture qui passe dans les quartiers pour la démoustication, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ça? C'est bien? C'est l'équilibre des risques.